Autre prise de parole, opposition tranchée, cette fois, c'est celle de ces dissidents russes, effectivement, qui ont fait partie de cet échange. Et on apprend que ceux-ci n'avaient effectivement pas envie de quitter la Russie, qu'ils y ont été contraints. On va écouter le premier d'entre eux, c'est Vladimir Kara-Murza. C'était très soudain. 2 officiers m'ont sorti de ma cellule et m'ont amené dans un bureau avec de très grands portraits de M. Poutine au mur. Et sur le bureau, il y avait une feuille blanche, un stylo et une sorte de déclaration déjà écrite. Ensuite, l'officier m'invite à m'asseoir et à écrire en suivant l'exemple. Cette jolie déclaration était adressée à M. Poutine. Ça parlait d'admettre ma culpabilité. Ça parlait de remords sur ce que j'avais pu faire. J'ai d'abord cru à une blague. J'ai ri en voyant ça. Sauf que l'officier, lui, n'avait pas l'air d'avoir un grand sens de l'humour. Il m'a demandé si j'allais finir par écrire. Je lui ai répondu, bien évidemment que non. Je lui ai demandé s'il avait une idée de qui j'étais. Tu n'as qu'à lire mon dossier, bien sûr que je ne vais pas écrire ça. Mais il a continué à me presser, à me demander pourquoi je ne voulais pas l'écrire. Je lui ai dit, parce que je ne considère pas M. Poutine comme un président légitime pour mon pays. Je le considère comme un dictateur, un usurpateur, un meurtrier. Donc il n'est pas question que je lui demande grâce. Mais en plus de ça, je ne vais pas reconnaître une quelconque culpabilité puisque je ne suis coupable de rien. Pour ces raisons, je ne vais pas signer quoi que ce soit et donc ils me l'ont redemandé 5 fois. Voilà, il le dit, Vladimir Kara-Murza, de même qu'on n'a pas le droit d'emprisonner quelqu'un de force, on n'a pas le droit non plus de le libérer contre son gré. Cyril Géhiter. Oui, disons que là, ce que vous avez décrit, c'est le formalisme à la russe. Il faut des aveux signés. Bon, là, ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Bon, tu ne veux pas te signer, tant pis, on te met de force dans l'avion, et bye. C'est ce qu'ils avaient fait déjà avec Solzhenitsyn dans les années 70. Alors, quelques commentaires. D'abord, Kara-Murza a dit un autre point qui était intéressant. Il disait lui-même que les sanctions ne doivent pas viser les Russes ordinaires, donc viser l'élite. Parce que quand vous empêchez... il s'est montré aussi un peu critique dessus, ça c'était un peu surprenant. Mais juste pour revenir sur l'échange auquel nous avons assisté, il n'y avait pas que il y avait des dissidents, il y avait des citoyens américains. Et en fait, les Américains et les Russes ont un peu la même mentalité sur un point. Un de nos ressortissants est à l'étranger détenu, dans certains cas pas toujours. Il faut tout mettre en œuvre pour le libérer. Donc ce biais psychologique, dirais-je, ça peut expliquer pourquoi... Ça a fonctionné. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, les Russes ont obtenu... c'est assez classique chez eux. C'était déjà le cas en URSS, c'était aussi le cas sous Eltsine. Non, je dis pour sous Eltsine, car vous avez eu un cas en 96 quand les Américains ont interpellé un ancien du renseignement russe. Les Russes étaient furieux. Et ils ont menacé de s'en prendre aux anciens de la CIA qui travaillaient dans les entreprises étrangères à Moscou. Le directeur du FSB avait montré la liste au chef de station de la CIA à Moscou. Ça devait être Stephen Capes à l'époque. Je note soit dit en passant que Kara-Murza était aussi un peu précieux pour les Américains, je pense, parce qu'il a établi de bons contacts avec les États-Unis. Il avait incité les autorités américaines à instaurer des sanctions. Il y a plusieurs années déjà contre des responsables du régime russe. Ceux qui sont en passant en Russie n'avaient pas dû être très appréciés. Alors, vous parlez du biais américain qui fait qu'il faut absolument libérer les ressortissants. Oui. Donald Trump va pas trop dans ce sens. Il a critiqué l'échange de prisonniers. Pour lui, c'est une victoire pour Poutine qui encouragerait les ennemis des États-Unis à enlever des ressortissants américains. Enfin, c'est vrai que fin mai, il avait dit qu'il arriverait, dès qu'il serait arrivé au pouvoir, à libérer Evan Gershkovich tout de suite. C'est ce qu'il avait quand même. Oui, mais et si jamais c'était lui si Trump était président aujourd'hui, il serait le premier à être tout content en disant grâce à ma diplomatie et à mon talent, j'ai réussi à faire libérer nos compatriotes. Ce serait le premier à se mettre en avant. Oui, Joe Biden qui a justement insisté sur cette prouesse de la diplomatie, ainsi que Kamala Harris. Ils ont vraiment mis l'accent sur ce qui s'était passé et la coordination entre tous les pays et mettre ce succès aussi à leur actif. Oui, mais c'est vrai, et ils ont raison de s'en prévaloir, parce que c'était une opération extraordinairement difficile sur le plan technique, une négociation très complexe pour équilibrer les intérêts des Russes et des autres pays, et puis pour convaincre les Allemands
de lâcher ce criminel qui est Krassikov, qui est un tueur du FSB connu, très gradé, qui a assassiné un dissident tchétchène dans un jardin public à Berlin, et qui avait été condamné par les tribunaux allemands. Donc effectivement, Madame Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, ne voulait pas le faire libérer. La justice non plus. Et la justice, bien entendu, non plus. Et il a fallu faire prévaloir la raison d'État. La raison d'État, en l'occurrence, c'est l'amitié entre les Allemands et les Américains. Mais la pilule est un peu dure à avaler, naturellement, à Berlin. Et ceci est pour dire que, effectivement, bien sûr, il faut donner raison aux Américains parce qu'il fallait libérer les journalistes américains, les citoyens américains qui étaient détenus sans aucune raison, sans aucune justification réelle. Il fallait aussi sans doute sauver la vie de Monsieur Karamurza, il serait sans doute mort en prison s'il n'avait pas été libéré. Mais il n'empêche que les dissidents russes sont dans une situation d'expulsés. Effectivement, et nous sommes avec Sergueï Parkhomenko. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, journaliste russe indépendant. Incroyable cette séquence qu'on vient d'entendre de Vladimir Karamurza, qui nous explique tout ce formalisme pour qu'il concède à être expulsé de la Russie. Il a bien sûr salué aussi le fait que 16 vies aient été sauvées, mais ce qu'il a dit aussi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pardon, je n'entends pas. Un goutte d'eau Voilà, Vladimir Karamurza, il a bien sûr... On a entendu toute cette séquence. Oui. Oui, bien sûr. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers des prisonniers politiques en Russie. Et il faut être tout à fait en compréhension qu'il ne s'agit pas d'une opération d'échange entre deux États ou bien deux services de renseignement, une opération noble et littéraire, très belle, du genre film de James Bond. Non, il s'agit de l'opération de libération des otages. Il y avait quelques otages qu'on a réussi à arracher d'un terroriste. Le problème, c'est que ce terroriste est un dictateur d'un grand État. Voilà, les terroristes, ils demandent de temps en temps des choses étranges. Ils peuvent demander un avion, de l'arme, du cocaïne, de l'argent, quoi que ce soit. Celui-ci a demandé son assassin. Voilà, c'était son caprice. C'est ce qu'il a voulu. Mais ça reste une opération de libération des otages. On ne peut pas dire, par exemple, que c'est une ouverture quelconque de contacts diplomatiques, que c'est une réouverture de réseaux de pourparlers ou quoi que ce soit. Oui, parce que il s'agit des otages, c'est tout. Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on a posé comme question à Jake Sullivan, qu'il a écarté, mais d'autres ne sont pas tout à fait du même avis que lui. Qu'est-ce qu'il pourra faire de l'étranger, Vladimir Karamurza ? Il est quand même spécialiste dans les contacts avec... il est un grand lobbyiste, hein. Il faut prononcer ça. Il est un très bon lobbyiste avec beaucoup d'expérience et des très bons contacts. Premièrement, dans le Congrès américain. C'était quelqu'un qui était avec Boris Nemtsov en tête d'une grande et glorieuse histoire de la création d'un acte américain, d'une loi américaine qui était en fait l'ouverture d'une grande histoire des sanctions personnelles. Et c'est lui qui en fait qui a fait ça et qui va continuer ça. Et je crois qu'il est le seul dans cette compagnie des dissidents russes libérés qui a un travail évident à continuer. Parce qu'il était, spécialiste en pourparlers avec les parlementaires, avec les politiques occidentaux, au sujet des sanctions personnelles. Et ça, c'est un grand sujet maintenant. C'est un grand problème parce qu'on voit que les sanctions personnelles ne sont pas efficaces, qu'ils ne marchent pas. L'idée des sanctions au début, c'était quoi? C'était d'arracher les gens avec leur argent de Poutine.
c'est de faire Poutine plus pauvre. Quel était le résultat? Le contraire. Les oligarques de Poutine, les hommes politiques de Poutine et l'argent de tous ces gens s'est concentré autour de Poutine. Il est devenu plus riche et plus capable de continuer la guerre. Donc il faut changer quelque chose dans le tactique et la stratégie des sanctions, surtout des sanctions personnelles. Oui, et ça, c'est le travail pour Karamurza. Oui, vous restez avec nous parce j'aimerais bien écouter également Ilya Yachine qui s'est également exprimé. C'est un autre opposant condamné en appel en 2023 à 8 ans et demi de prison pour avoir dénoncé le meurtre de civils dans la ville de Boutcha. Lui aussi, il indique qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Russie, mais selon lui, en tout cas, cette libération, eh bien, elle va inciter Vladimir Poutine à faire d'autres otages. Écoutez-le. Je suis convaincu que Poutine va continuer à prendre des otages, indépendamment de ce que viennent de faire les Occidentaux. Parce que c'est un dictateur, et que c'est ce que font les dictateurs. Ils prennent des otages et les torturent en place publique, en exploitant le sentiment de compassion de leurs opposants et des dirigeants des pays civilisés qui se conduisent comme des êtres humains. Les dictateurs torturent toujours les gens. Et c'est ce que fait Poutine, ostensiblement. Peu importe que les Occidentaux sauvent des gens ou les ignorent, il continuera. Voilà, Aurélien Duchesne, c'est un engrenage qui a été enclenché. Vladimir Poutine aura tendance à multiplier les procès aussi expéditifs pour obtenir des condamnations qui permettront ensuite, après, d'échanger ces otages. Oui, Ilya Yachine a raison pour deux raisons. La première est que quand on regarde les tractations qui étaient évoquées notamment par la presse américaine pour la libération des otages, sur plusieurs années, on voit que la tactique des Russes a été de faire une brochette d'otages quelque part. Et dans la nature des otages qu'ils avaient, il y avait des gens connus comme Karamurza par exemple, mais aussi, si je prends le cas d'un ressortissant allemand, M. Schöbel, qui a été arrêté en Russie au seul motif d'avoir fumé du cannabis, l'utilité de cet otage-là, c'était de prendre quelqu'un totalement inconnu, qui n'avait pas une grande valeur, on va dire, stratégique, mais c'était de mettre les Allemands dans la danse pour s'aider, par exemple, sur Krasikov. Donc, malheureusement, nous, on n'a pas le choix si on veut récupérer nos otages, encore une fois. Mais de l'autre côté, on nourrit la bête. De la même manière, sans s'écarter du sujet, nous, on a 3 otages français en Iran. On va sans doute devoir entrer dans cette diplomatie d'otages. Et puis enfin, alors certes, moi, je pensais que des gens comme Karamurza ou Yachine avaient vocation à ne sortir de Russie que dans un sac plastique. Pour moi, leur sort était scellé. Tant mieux qu'ils aient été libérés. Mais là où il n'a pas tort non plus, c'est que quand on regarde, Joe Biden aura accueilli sur le tarmac de l'aéroport des héros de la liberté, quand de l'autre côté, Vladimir Poutine n'aura accueilli que des criminels ou des espions. C'est-à-dire que nous, notre diplomatie d'otages face aux Russes, elle a vocation à être dissymétrique parce que nous, on n'arrête en France que des espions présumés, que des gens comme celui qui voulait faire un attentat pendant les Jeux Olympiques, mais eux ne jouent pas les mêmes règles que nous. On arrête des vrais méchants pour que eux, Poutine et le Kremlin, ils prennent en otage. Ça, c'est très important ce qu'a dit M. Parkhomenko. Je suis d'accord avec vous que c'était absolument l'acte de... Parce qu'en plus, c'est ridicule. Poutine échange les Russes contre les Russes, en soi. Il ne faut pas oublier cela. Après, les questions, qu'est-ce que peuvent faire Karamurza de l'extérieur en exil? Parce que vous vous souvenez aussi... Et d'ailleurs, je voudrais faire une remarque. Madame Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères en Allemagne, quand elle a eu le doute, en tout cas selon l'information de Die Zeit journal, il avait 2 doutes pour la libération de Krasikov. Krasikov. Le tueur du Le tueur, parce qu'il a été accusé dans leur justice en acte de terrorisme et donc pour la vie à peine en prison. Et quelle aura la réaction nationale si on libère cet assassin? Et deuxième question, et si, par exemple, Karamurza et l'autre opposant russe reviennent en Russie? Ça veut dire que là, dans ce cas-là, c'était ça questionnel, en tout cas ce que j'ai lu dans ce journal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont perdre ce assassin en échange d'autres opposants qui vont peut-être revenir en Russie.